Bonjour à tous, chers collègues. Je suis Delphine Réa, hématologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris, et je vais faire le point sur l'épidémie SARS-CoV-2, responsable de la maladie à Covid-19, chez les patients atteints de leucémie myéloïde chronique. Comme vous le savez, ce nouveau virus, le SARS-CoV-2, est à l'origine d'une pandémie depuis 2020. Et la maladie, qui s'appelle Covid-19, est vraiment un problème de santé majeur, et en particulier avant que la vaccination ne soit disponible. Et à cette époque, donc jusqu'en septembre 2021, environ 220 millions de personnes ont été infectées, et il y a eu à peu près 4,5 millions de morts en relation avec cette infection de par le monde. La maladie Covid-19, c'est une maladie systémique. Heureusement, la majorité des patients présentent des symptômes modérés, voire faibles, mais il y a environ entre 5 à 10% de formes sévères. Alors, ce que l'on sait de cette maladie, c'est que la mortalité est plus élevée chez les patients les plus âgés et chez certains patients qui ont des comorbidités, incluant des patients immunodéprimés et des patients atteints de cancer. Et en l'absence de vaccination, la majorité des études rapportent un taux de mortalité en relation avec la Covid-19 qui peut aller jusqu'à 32 à 40% chez les patients atteints d'hémopathie maligne. Alors, dans la leucémie myéloïde chronique, au départ, nous avions accès à des données parcellaires, étant donné la faible fréquence de cette maladie de par le monde. Et ces données parcellaires étaient plutôt rassurantes, c'était des cas cliniques, vous voyez, un cas ici, 16 cas ici, 5 cas ici. Et en gros, des patients de tous âges, atteints de LMC, soit en phase chronique, soit en phase accélérée, soit en phase blastique, traités pour la plupart par différents inhibiteurs de tyrosine kinase, avec des maladies qui pouvaient être mineures, modérées, voire sévères. Heureusement, d'après ces cas cliniques, on avait une majorité de patients qui guérissaient avec peu de décès. Mais qu'en est-il à un échelon beaucoup plus large, beaucoup plus global ? La seule façon de collecter des données de manière internationale pour avoir un nombre de cas suffisant pour pouvoir conclure de manière cohérente et de manière certaine, ça a été de mener une étude globale, une étude donc de par le monde, et ceci a été fait grâce à l'ESH ICMLF. Nous avons lancé, grâce à l'ICMLF, une étude qui s'appelle Candide, qui est une étude non interventionnelle, internationale, rétrospective et prospective. C'est actuellement l'étude qui regroupe le plus grand nombre de cas de patients atteints de LMC ayant développé la Covid-19, notamment avant que les vaccins ne soient sortis. Et l'objectif principal, c'était d'analyser les caractéristiques de la Covid-19 dans des populations de patients atteints de leucémie myéloïde chronique depuis mars 2020. Il y a bien sûr des objectifs secondaires. Quels sont chez les patients atteints de LMC les facteurs de risque qui prédisposent à une forme sévère ou fatale de la Covid-19 ? Il y a aussi un focus particulier chez les patients qui n'ont plus de traitement, donc ils sont en ce qu'on appelle TFR, la Treatment Free Remission. Et puis, un petit peu par la suite, au moment où les vaccins sont devenus disponibles, quel a été l'impact de la vaccination sur la Covid-19 chez les patients atteints de LMC ? En fin 2020, pendant le congrès de la Société américaine d'hématologie, il y a eu un premier rapport de données intermédiaires sur 201 patients que j'ai l'honneur d'avoir présenté. Et le deuxième rapport intermédiaire a été présenté par ma collègue, le docteur Katia Pagano du Brésil, pendant l'âge 2021. À ce moment-là, 642 patients dans cette très très large étude, et actuellement, il y a une étude finale, les analyses finales sont en cours sur une très très grosse cohorte, puisque c'est 1056 patients qui proviennent de 59 pays différents et 157 institutions de par le monde. Je vais vous montrer en résumé les études, la deuxième étude intermédiaire qui a été donc présentée à l'ASH en 2021. La période d'inclusion, c'était de mars 2020 à septembre 2021. Il y avait dans la base de données 932 cas patients atteints d'une LMC ayant souffert de Covid-19 et 642 cas patients ont pu être analysés et rapportés à ce moment-là. On voit que 2,8% des patients venaient d'Afrique, 18% d'Asie, 53% d'Europe, 26% des États Amérique du Nord,
Amérique du Sud, 16%, et Océanie, Australie, 0,1%. Alors, ce n'est pas forcément des pourcentages qui reflètent le pourcentage de patients infectés dans ces continents, c'est juste les cas qui ont été rapportés dans la base de données. 601 cas, donc 93,6% étaient des diagnostics confirmés, soit par sérologie, soit par test antigénique, soit par test PCR. 41 cas ont été des cas qui étaient suspectés cliniquement sans confirmation biologique, 6,4%. Et ce que l'on sait, c'est que les physiciens ont interrompu le traitement par inhibiteur de tyrosine kinase à cause de la Covid-19 dans environ 19% des cas. Et c'était des interruptions thérapeutiques courtes d'une durée médiane de 14 jours. Alors, quand on voit les patients qui ont été inclus, on voit qu'il y a une majorité d'hommes, 59%, avec des âges très variables, une médiane à 53 ans allant de 16 à 94 ans. Des patients qui étaient atteints de LMC depuis en médiane 8 ans, mais ça pouvait aller de 0, donc du diagnostic, jusqu'à 34 ans de recul. En termes de background des malades, on voit que 44% avaient des comorbidités significatives. Alors, significatives, je vous laisse vous référer à la définition du Center for Disease Control aux États-Unis. Et puis, on a regardé aussi quel était le pourcentage de patients qui étaient des fumeurs, puisqu'à un moment donné, on a dit que le tabac pouvait être un facteur de risque ou un facteur protecteur. Il y avait 4% de fumeurs. Et quand on regarde le pourcentage de patients, la répartition de ces patients en fonction de ceux qui ont guéri de la Covid, c'est une majorité, 558, et ceux qui en sont décédés, 48, on voit qu'il y a beaucoup plus de patients qui ont des comorbidités associées à la leucémie myeloïde chronique parmi les patients qui sont décédés, mais on va revenir là-dessus plus tard. Alors, le devenir de la Covid-19, très rassurant, comme je vous l'ai dit, 558 patients ont guéri, donc 92%, âge médian 52 ans, et puis malheureusement 48%, soit 8% des patients sont morts d'un âge médian de 57 ans. Comment a été classée la Covid-19? A-t-elle été mineure, modérée, sévère ou critique? Voici la classification de la Covid-19, de la sévérité de la Covid-19 selon l'Organisation mondiale de la santé, donc, que vous pouvez trouver sur le site internet de la WHO. L'infection mineure, c'est une infection symptomatique, mais le patient ne présente pas de pneumonie en relation avec la Covid et n'est certainement pas hypoxique. Dans les formes modérées, il y a une pneumonie associée à cette infection virale avec de la fièvre, de la toux, éventuellement une dyspnée ou une polypnée, mais il n'y a en aucun cas de pneumopathie sévère. Le patient n'est pas hypoxique. Dans les formes sévères, en revanche, il y a une pneumopathie avec un ou plusieurs des critères suivants. Une hypoxie qui nécessite une oxygénothérapie, une détresse respiratoire ou des signes encore plus graves de facteurs de risque, de morbidité ou de formes critiques. Dans les formes critiques, c'est un syndrome de détresse respiratoire aiguë ou bien une défaillance d'organes majeure, un choc septique ou autre, tel une embolie pulmonaire, un syndrome coronarien aigu ou un accident vasculaire cérébral, puisqu'on sait que la Covid-19 ne donne pas seulement des pneumopathies, ça infecte différents types cellulaires et notamment les patients sont sujets à potentielle thrombose et accident vasculaire. Donc, dans la série de l'ICMLF, il y a quelques cas qui étaient symptomatiques. Alors, c'est une minorité parce que quand la collection a commencé, on ne détectait pas les formes symptomatiques par test PCR ou sérologie systématique en population globale en l'absence de symptômes, mais ça représentait donc 8% des cas. La majorité des cas étaient symptomatiques et on voit que 56% des formes étaient légères, 18% modérées et 13% des formes sévères ou critiques. Parmi les patients qui ont complètement guéri, on voit que les formes sont majoritairement légères ou modérées, mais il y a quand même 7% des patients qui avaient une atteinte sévère ou critique qui ont guéri. En revanche, quand on regarde les patients qui sont décédés, 73% de ces patients avaient des formes sévères ou critiques. Vous noterez que 12% des patients avaient une forme modérée. Et là, on peut se demander quelle est la cause du décès des patients, puisque la Covid-19 est modérée, elle ne devrait pas être source de décès. Eh bien, si vous vous posez la question, vous avez effectivement raison. Là, le décès intervient chez le patient infecté parce qu'il y a soit une comorbidité, soit parce que la LMC n'est absolument pas contrôlée, voire est en phase critique, et le patient va décéder de son hémopathie.
Nous sommes intéressés aux facteurs de risque de la sévérité de la Covid-19 chez les patients atteints de LMC. Et pour résumer ce tableau complexe, je vous ai mis en rouge les facteurs qui étaient importants dans une analyse statistique univariée. L'âge est un facteur de risque majeur, comme dans la population générale. Ensuite, la présence ou pas de comorbidité. Le statut de la LMC au moment de l'infection, est-ce que le patient était bien contrôlé, en bonne réponse, ou est-ce que le patient était avec une hémopathie qui soit était diagnostiquée d'emblée en phase accélérée ou blastique, soit qui avait échappé au traitement pour être en rechute hématologique sous une forme avancée. Ça, c'est très important. Vous voyez que les patients qui ont une hémopathie sous une forme avancée au moment de la Covid-19 ont un risque d'avoir une infection sévère qui est plus marqué que chez les patients qui sont en bonne réponse. Enfin, le revenu médian du pays joue un rôle, probablement parce que dans les pays à faible revenu, faible niveau de vie, eh bien l'accès aux soins est difficile et donc les formes de Covid-19 qui peuvent être soit non diagnostiquées, soit diagnostiquées de manière tardive, soit prises en charge de manière non optimale et donc avec un risque de sévérité ou de décès plus élevé quand le système de santé ou l'accès aux soins n'est pas optimal. Qu'en est-il dans des analyses multivariées? On voit que ce sont les mêmes facteurs qui ressortent. L'âge est très important, les comorbidités, alors lesquelles, je vais vous dire ça dans quelques instants, le statut de la LMC au moment de l'infection virale et puis l'accès aux soins. Alors, pour illustrer ces facteurs sous une forme un petit peu plus visuelle, voici la probabilité de survie en fonction de différents âges. Et vous voyez que la courbe violette représente les patients qui ont plus de 75 ans. Et on voit que dans ce groupe de patients, comparé aux patients qui ont soit moins de 49 ans, entre 50 et 64 ans ou entre 65 et 74 ans, eh bien, la survie globale en cas d'infection à Covid-19 est significativement réduite. Elle est de 80% chez les patients d'au moins 75 ans, alors qu'elle est à plus de 90% chez les patients plus jeunes. Voilà. Là, ce sont l'impact des comorbidités. Donc en rouge, un patient qui n'a pas du tout de comorbidité et en bleu, un patient qui a des comorbidités. On voit là encore l'impact est important puisque la survie globale, quand on a un Covid-19, qu'on a des comorbidités et une LMC, est significativement réduite, 90% versus 95%. Et je vous ai dit que nous regarderions quelles étaient les comorbidités qui avaient le plus fort impact sur la sévérité, voire les formes fatales de Covid-19. Eh bien, on voit très bien que ce sont les deux premières colonnes, la colonne ocre et la colonne rose, qui ont le plus fort impact. Et à quoi cela correspond-il? Eh bien, aux maladies pulmonaires et aux pathologies cardiovasculaires. On voit que quand ces deux pathologies d'organes sont présentes, eh bien, le risque de forme sévère, voire fatale de Covid-19 augmente. Et d'ailleurs, ces comorbidités-là semblent plus importantes dans notre série que le cancer, par exemple, un autre cancer que la leucémie myéloïde chronique. Alors, voici la survie globale en fonction du statut de la LMC au moment de l'infection à Covid-19. Et comme je vous l'avais dit, quand le patient n'est pas contrôlé, a une hémopathie qui échappe, voire qui est en phase accélérée ou plastique, eh bien, la survie globale est compromise, 71% de survie contre une survie à 88, voire 95% pour les patients qui ont une LMC très bien contrôlée sous inhibiteur de tyrosine kinase, voire en TFR. Et enfin, le système de santé, la richesse du pays, enfin le revenu du pays. Et vous voyez que les patients qui sont dans les pays les plus pauvres, où l'accès aux soins est le plus complexe et le plus difficile, eh bien, la survie globale est compromise avec 71% de survie LMC et Covid-19 dans ces pays-là versus plus de 90% dans les autres pays. Alors, on s'est demandé en tout début d'épidémie si le fait d'avoir une LMC et d'être traité par un inhibiteur de tyrosine kinase pouvait être un facteur protecteur contre la Covid-19, en tout cas contre des formes graves. On s'est même demandé si on ne pouvait pas utiliser les inhibiteurs de tyrosine kinase de la LMC contre la Covid-19 chez les patients qui n'avaient pas de LMC. Pourquoi cela? Eh bien, parce qu'on sait que théoriquement, et sur des données in vitro, il existe un effet antiviral de certains ITK que l'on utilise contre la leucémie myéloïde chronique. Voici une première étude où l'on voit que le dasatinib et l'imatinib sont testés sur des cellules
que l'on infecte, donc des cellules véro que l'on infecte. Ici, il ne s'agit pas du SARS-CoV-2, hein, c'est le SARS-CoV-1, celui qui a été responsable du SRAS, qui est maintenant, qui n'existe plus maintenant, l'épidémie a été complètement éradiquée, et puis le MERS-CoV, qui est un autre coronavirus qui est encore source d'infection, notamment au Moyen-Orient. Et ce que l'on voit, c'est que lorsqu'on infecte les cellules véro avec ces virus, on a un petit effet antiviral du dasatinib et de l'imatinib, avec sur ces courbes un pourcentage de cytotoxicité qui est une inhibition de la pousse virale quand on met le dasatinib ou l'imatinib. Mais ce que l'on voit aussi, c'est qu'il faut des concentrations in vitro qui sont très très fortes et qui sont certainement au-dessus de ce que l'on peut obtenir dans le plasma des patients atteints de LMC et traités par inhibiteurs de tyrosine kinase. Donc certes, l'imatinib et le dasatinib semblent inhiber la production de SARS-CoV et de MERS-CoV, en empêchant le virion de fusionner à la membrane cellulaire, mais il faut des concentrations assez élevées in vitro pour obtenir ce phénomène. Cela dit, certains s'étaient posé la question de la pertinence de la correspondance entre ces données et une éventuelle efficacité clinique. Et voici ici un cas clinique d'une femme qui n'a pas de LMC. Hein, elle présente une Covid-19 modérée avec une pneumonie. La pneumonie s'aggrave à J10 hein, et puis à un tel point qu'il lui faut de l'oxygène. Et à J11, en fait, donc c'était bien avant que la vaccination soit efficace et qu'on ait des antiviraux contre la Covid-19, eh bien, les cliniciens lui donnent de l'imatinib à 400 mg par jour et 5 jours plus tard, elle est guérie et elle sort. Alors, le cas clinique n'est pas preuve. Est-ce que c'est vraiment l'imatinib ou est-ce que finalement cette patiente a guéri de manière spontanée? Heureusement, ça arrive. Eh bien, elle a probablement guéri de manière spontanée puisque, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres études qui montrent certes qu'il y a peut-être une petite activité antivirale, mais en tout cas certainement pas à des concentrations qui seraient atteignables en clinique. Voici ici une autre étude, les cellules CACO, qui possèdent le récepteur au SARS-CoV-2, hein, la CE2. Et cette fois-ci, donc, on les infecte, bien sûr, et puis on met de l'imatinib encore, et puis de l'asciminib, hein, ce nouvel inhibiteur allostérique de BCR-Abelson. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'en dessous de 10 micromolaires, prévention de l'infection. Et il n'y a pas non plus d'effet très significatif de l'imatinib ou de l'asciminib sur la réplication virale. Et le graphe en bas, là, le graphe D, c'est le remdesivir, hein, un antiviral qui a obtenu l'AMM contre la Covid-19 que l'on peut utiliser dans certains cas. Là, on voit qu'il y a un effet antiviral qui est marqué, alors que pour l'imatinib ici et pour l'asciminib qui est là, il n'y a quasiment pas d'inhibition de la réplication virale. Donc, dans cette étude, effet complètement négatif, pas d'effet antiviral de l'imatinib ni de l'asciminib. Enfin, voici une dernière étude d'un groupe français qui, eux, ont un modèle un petit peu différent. Alors, ce sont des cellules véro hein, que l'on va ensuite infecter avec le SARS-CoV-2. Et puis, il y a un deuxième modèle que je ne vous ai pas détaillé, qui est un modèle qui reproduit l'épithélium bronchique, l'épithélium des voies aériennes. Alors, ce que l'on voit, je vais vous résumer un petit peu les courbes, on regarde ce que fait l'imatinib, l'asciminib, et puis un autre inhibiteur de tyrosine kinase qu'on n'utilise pas de manière courante, qui est le matinib. Et il compare l'effet de ces médicaments à celui du remdesivir qui constitue leur contrôle positif. Alors, on voit très bien que le remdesivir inhibe très bien la réplication virale. En revanche, pour l'imatinib et l'asciminib, il faudrait vraiment des concentrations extrêmement élevées pour avoir un effet antiviral et on n'obtient jamais ces concentrations chez l'homme, comme je vous l'ai dit. Et puis, pour raccourcir une étude assez longue que vous pouvez aller lire, eh bien, sur le modèle d'épithélium bronchique, il n'y a absolument aucun effet de l'imatinib. Donc là, l'imatinib n'empêche pas l'infection. Donc, n'utilisez pas les ITK pour soigner la Covid-19 et ne pensez pas que les patients sous inhibiteurs de tyrosine kinase sont protégés contre la Covid-19 parce qu'ils ont ces médicaments-là. Alors, comment doit-on faire et comment doit-on prendre en charge les patients atteints de Covid-19 quand ils ont une leucémie myéloïde chronique? Les choses évoluent bien sûr régulièrement au fur et à mesure que les connaissances sont acquises et les Européens se sont regroupés pour essayer de donner des directives, ou en tout cas des recommandations dans les hémopathies malignes. Et vous pouvez vous référer à la publication de l'ESMO 2022 avec le premier auteur, mon collègue le docteur Busque, avec à chaque fois des experts, entre guillemets, qui se sont réunis pour donner des recommandations dans différents types d'hémopathie.
Concernant la leucémie myéloïde chronique, nous considérons que le traitement de la leucémie myéloïde chronique ne doit pas être complètement bouleversé du fait de la pandémie. Il faut absolument garantir aux patients atteints de LMC un accès aux soins, un traitement par inhibiteur de tyrosine kinase et une surveillance qui ne doivent pas être retardés à cause de la pandémie. Cependant, pour un patient, par exemple, nouvellement diagnostiqué, faisons attention, pendant les 3 premiers mois de traitement, certains patients présentent des cytopénies qui parfois peuvent être sévères, et dans ces cas-là, le patient peut être plus à risque lorsqu'il contracte la COVID-19 de faire une forme grave. Concernant le choix de l'ITK en première ligne, il faut choisir le traitement comme d'habitude, c'est-à-dire le choix de traitement ne doit pas être modifié par la pandémie. Les patients qui sont déjà traités par ITK doivent continuer leur traitement tel quel. En revanche, chez les patients qui auraient des effets secondaires pulmonaires importants des inhibiteurs de tyrosine kinase, vous savez que ça arrive particulièrement chez les patients traités par dasatinib, éventuellement par bosutinib, eh bien, quand il y a une atteinte pulmonaire, bien sûr, il faut faire un test pour vérifier qu'il n'y ait pas d'infection concomitante à SARS-CoV-2. Et éventuellement, si le patient est infecté, là, interrompre l'inhibiteur et passer un autre inhibiteur de tyrosine kinase. Si le patient n'est pas infecté, retrouver les principes de prise en charge habituels. La fréquence de la surveillance moléculaire ne devrait pas être modifiée par la pandémie. Si vraiment le patient doit se déplacer dans des zones à fort risque d'infection, qu'il est fragile, qu'il n'a pas accès à la vaccination ou aux gestes barrières, on peut éventuellement faire voyager les tubes pour qu'ils arrivent au laboratoire sans que le patient soit exposé à un fort risque dans les hôpitaux. Donc, éventuellement, penser à poster les tubes au laboratoire de biologie moléculaire pour que le patient se déplace le moins possible. Alors, pour un patient atteint de LMC qui serait infecté, pour les formes légères ou modérées, eh bien, il faut, chez les patients nouvellement diagnostiqués, on ne retarde pas le traitement de la LMC. S'il est infecté, on traite la leucémie myéloïde chronique. Et pour les patients qui sont déjà sous traitement, quand ils ont une forme légère ou modérée de COVID-19, nous en charge, nous n'interrompons pas le traitement par inhibiteur de tyrosine kinase, il n'y a aucune raison pour faire ça. En revanche, quand le patient a une infection à COVID-19 sévère ou très sévère, alors déjà, quand le patient est atteint de LMC nouvellement diagnostiqué, il faut essayer quand même de continuer le traitement de la leucémie myéloïde chronique, puisque si elle est mal contrôlée, elle peut contribuer à la sévérité de l'infection par le virus. Mais là, ce sont vraiment des discussions au cas par cas. En revanche, quand le patient est déjà diagnostiqué et qu'il est déjà sous traitement, on considère, même dans les formes sévères ou très sévères, qu'il n'y a pas indication systématique à interrompre ou à modifier le traitement, mais il y a des cas particuliers. Par exemple, chez les patients qui ont un ITK qui pourrait avoir un impact négatif sur les poumons, là, effectivement, on peut se permettre une interruption thérapeutique. Pareil pour les patients qui ont une atteinte cardio lié au virus, interrompre le nilotinib ou le ponatinib est bien sûr quelque chose qui se discute et qui peut être fait, sans mettre en danger, bien sûr, le pronostic de la leucémie myéloïde chronique, donc une discussion au cas par cas. Les thérapies, comme je vous l'ai dit, utilisées pour traiter la LMC ne sont pas censées augmenter la sévérité de l'infection et les interruptions thérapeutiques, faites attention puisqu'elles pourraient exposer certains malades à une perte de réponse. Concernant la vaccination, elle est bien sûr fortement recommandée. Comme pour la population générale, il faut vacciner nos patients. Si vraiment un traitement urgent de la leucémie myéloïde chronique est requis, donc un changement de traitement, un diagnostic de LMC, et que le patient devait recevoir soit une primo-vaccination, soit une dose de rappel, ne reculez pas la vaccination, faites-la, car les bénéfices de la vaccination dépassent très largement les quelques risques qu'il peut y avoir. Alors, les patients, pour finir, atteints de LMC répondent à la vaccination. Ceci, je vais vous montrer 2 études britanniques. Ceci est une étude sur 16 patients, inhibiteurs de tyrosine kinase de première, deuxième ou troisième génération. Chez ces patients, nos collègues ont regardé les réponses CD4, CD8 et les réponses anticorps, notamment les réponses anti-spike. Ils ont retrouvé chez la majorité des malades une bonne réponse humorale, que les patients soient traités par imatinib, nilotinib, dasatinib, bosutinib ou ponatinib. Donc, on a un taux d'anti-spike qui monte de manière significative après la vaccination. Dans cette étude, c'est le vaccination, donc c'est le BNT 162B2, donc le vaccin qui a été conçu par Pfizer et BioNTech.
Voici la deuxième étude, toujours britannique, où là, chez 62 patients, tous vaccins confondus, ont été regardées les réponses humorales après soit une dose de vaccination ou à droite 2 doses de vaccination. Ces patients ont été comparés à des donneurs sains qui sont en les petits points verts, les patients étant en rouge, et l'on voit qu'après la première dose, on commence à voir des réponses humorales anti-spike qui sont significatives et qui sont comparables à celles que l'on obtient chez les donneurs sains. Et après la deuxième injection, donc le rappel, le taux d'anti-spike augmente de manière très significative également et est tout à fait comparable à celle qu'on pourrait obtenir chez des donneurs sains de même âge, donc des réponses humorales qui sont parfaitement cohérentes avec celles auxquelles on peut s'attendre dans la population générale non immunodéprimée. Pour conclure, toutes ces données nous indiquent que, d'une manière générale, le fait d'avoir une leucémie myéloïde chronique n'augmente pas le risque de complications liées à la COVID-19. L'exception, ce sont les patients qui ont une LMC non contrôlée, en particulier phase accélérée et phase blastique. Les patients atteints de LMC peuvent élaborer des réponses immunitaires antivirales et en particulier des anticorps anti-spike quand ils sont vaccinés. Et ces réponses immunitaires n'ont rien à envier à celles qui sont élaborées par la population générale. Le pronostic de la COVID-19 chez les patients atteints de LMC dépend de plusieurs facteurs qui incluent l'âge, les comorbidités, le stade de la LMC et bien sûr l'accès aux soins, le type d'accès aux soins. Enfin, on voit que certains inhibiteurs de tyrosine kinase, en particulier l'imatinib, ont une petite activité anti-SARS-CoV-2 in vitro, mais c'est une activité mineure. Et en tout cas, en clinique, il n'y a aucun effet protecteur des ITK de la LMC. Donc, n'utilisez pas ce traitement pour soigner une infection à COVID-19 et ne pensez pas que les malades sont protégés uniquement parce qu'ils ont des inhibiteurs de tyrosine kinase. Je vous remercie vivement de votre attention et j'espère que cette présentation vous aura aidé pour la prise en charge de vos patients.